d'intervenir en fin de salon, parce que justement c'est la fin de salon, on est là depuis le matin, souvent on est fatigué. Il est 17 h, alors ça peut paraître un peu tôt pour certains, mais souvent sur les salons c'est l'heure des premières coupes de champagne. Donc je vous remercie d'être venu, puis en plus c'est un sujet qui n'est pas forcément simple, c'est un sujet qui est assez complexe. Mais par contre, je voulais quand même vous rassurer par rapport à ça, c'est que l'idée, c'est pas de faire enfin, on a 40 minutes à peu près, c'est pas de faire 40 minutes sur la réglementation des allégations environnementales, parce que 40 minutes, c'est pas suffisant. Elle est extrêmement lourde et complexe. Par contre, l'idée, c'est quand même que vous repartiez, parce que c'est un peu ça, hein, quand on vient assister à des conférences, l'idée, c'est que vous repartiez quand même avec quelques clés pour vous aider ou à comprendre, ou bien si vous êtes maisseur en marché, de vous donner des clés et des idées pour savoir comment vous allez faire justement pour alléguer sur les produits que vous allez proposer. Donc j'ai préparé quelques slides. Alors en fait, il y en a beaucoup, il y en a 25. Mais ça va aller assez vite. J'évite maintenant de mettre du texte. Malheureusement, j'ai 2 slides où j'ai été obligé d'en mettre et je vais vous les lire. J'ai plutôt mis des photos pour faire simple. Et ce que je vous propose, pour commencer, donc rapidement au niveau du déroulé, hein, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est essayer de voir avec vous, c'est quoi une allégation, c'est quoi l'objectif d'une allégation, parce que ça a un objectif extrêmement précis. Comment on s'y retrouve dans les allégations. Je vais vous donner quelques exemples également. Je vais vous donner également des recours. Hein, comment savoir si une allégation que vous pouvez constater est correcte ou si elle ne l'est pas. Et puis après, à la fin, je vous donnerai un exemple d'allégation qui a été épluché par un jury. Et puis, je vous donnerai également une des clés pour que vous puissiez, si vous avez des allégations à faire, une des clés pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà. Donc, alors il va falloir que je fasse 2 choses en même temps. Voilà. Je voulais commencer par ça. Je voulais vous demander s'il y a quelqu'un ici qui sait exactement ce qu'est une allégation. Et je ne vous parle pas d'une allégation environnementale. Hein. Je vous parle d'une allégation. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une allégation? Parce qu'en fait, on parle beaucoup des allégations environnementales, mais c'est vrai que quand je pose la question de savoir ce que c'est qu'une allégation, on est moins précis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une allégation? Non? Une allégation, c'est une affirmation. Par exemple, si je vous dis « vous êtes les meilleurs », c'est une allégation. Je ne suis pas obligé de la démontrer. Je ne sais pas si vous êtes les meilleurs, mais ça, c'est une allégation. Et une allégation, hop, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Une allégation environnementale, c'est une déclaration ou une affirmation, donc faite par une entreprise ou une organisation, concernant l'impact environnemental de ses produits, de ses services ou de ses opérations. Et une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites quelque chose sur vos produits, quelque chose pour les rendre un petit peu plus verts, que vous êtes obligé de communiquer dessus. Ni de le dire, ni de l'écrire. Le risque des allégations, pour les marques, c'est ça. C'est, alors, juste pour vous donner une information, 2020, 2021, je ne sais plus quel organisme, ils ont fait des enquêtes sur les allégations et il y en a 1 sur 2 qui est correcte. Hein, ce qui veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui est trompeuse. Et trompeuse, c'est ce que je vous ai mis en jaune. Et ça, c'est un article du Code de la consommation qui considère, depuis 2021, c'est issu de la loi climat et résilience, vous verrez après par rapport au texte réglementaire, mais qui précise ou qui considère comme une pratique commerciale trompeuse toutes les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles d'un bien vendu.
Ça, ça c'est pour vous faire sourire. Alors, c'est une fake pub, hein. Elle n'existe pas. C'est un ami qui fait ça, donc il en fait plein. Et je vais vous en faire voir 4 pendant le déroulé. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu gros hein, quand on voit ça comme communication. Et moi, pour regarder énormément de communication et d'allégations, j'ai pas trouvé ça gros du tout. En fait, on en voit qui ressemblent à ça. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de ne pas montrer de marques qui surestiment ce qu'ils font ou en tout cas qui ne savent pas démontrer leur allégation environnementale. Donc je l'ai contacté et je lui ai demandé si je pouvais utiliser ce qu'il faisait. J'en ai 3 autres derrière, je vous ferai voir tout à l'heure. Je la trouve assez rigolote, mais en même temps je la trouve un petit peu triste. On voit des allégations qui ressemblent à ça. Et puis ce matin, il y avait Fabrice Pelletier qui est venu et qui citait un auteur et ça m'a fait sourire parce que en fait, j'avais envie d'en citer un également. C'est Antoine Gombault, c'est un écrivain du XVIIe qui dit qui exagère ses bonnes qualités en ôte le mérite. Alors lui, il avait mis par son orgueil, moi je l'ai mis entre parenthèses parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop par son orgueil, mais c'est plutôt pour le business, quoi. Voilà, ça c'est important. Une allégation environnementale, à quoi ça sert? En fait, ça a un objectif super précis, une allégation environnementale. On pourrait penser qu'on va mettre une allégation environnementale sur un produit et que le premier objectif, c'est de faire vendre le produit en question. En fait, ce n'est pas ça l'objectif réel d'une allégation environnementale. L'objectif réel d'une allégation environnementale, c'est ça. C'est ce que j'ai mis en jaune. En fait, c'est d'encourager le consommateur à faire des choix plus durables. Et l'allégation environnementale, pour le coup, quand elle est juste, j'ai envie de dire, ça aide le consommateur. Et le problème, c'est que quand elle n'est pas juste, ça l'induit en erreur. Donc je vous parlais juste avant de réglementation. En fait, si une allégation n'est pas obligatoire, à partir du moment où elle existe, elle doit répondre à quelques obligations réglementaires. Donc, dans les obligations réglementaires, donc je vous ai mis une norme, ça c'est uniquement la norme de prévention par réduction des emballages. Vous savez, on voit souvent moins de X poids ou moins de plastique, etc. En fait, pour pouvoir le dire réellement, il faut se référer à une norme et il faut entrer dans ce que vous impose la norme. Je vous ai mis également le Green Claims. Donc ça, c'est une directive européenne qui va bientôt arriver. Je reviendrai dessus juste après. Mais en France, on a depuis 2009 déjà, enfin on a cette loi depuis 2009, la loi dite Grenelle. Je vous ferai voir tout à l'heure ce que c'est. Et puis vous avez également la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et la loi Climat qui font référence aux allégations environnementales. Je vais revenir en arrière. Ça, c'est pour après. Je voudrais... alors, attendez. Hop. Je voudrais revenir sur la directive européenne. En fait, il existe différents textes, et en fonction des pays et en fonction également, et dans le monde, relatifs aux allégations environnementales. Il y a cette directive européenne qui va arriver. Et normalement, elle est censée mettre tout le monde d'accord. Je vais vous lire quelques points, il y en a 7 ou 8, je vais vous lire quelques points. Pour imaginer, je vous demande d'imaginer un produit emballé sur lequel il serait écrit, que ce soit acceptable ou pas, hein, sur lequel il soit écrit « c'est bon pour la planète ». Par exemple, c'est bon pour la planète. Eh bien, c'est bon pour la planète quand la directive, elle sera obligatoire. Pour pouvoir l'écrire, ou pas d'ailleurs, il faudra répondre au moins à quelques points. Je vais juste vous en lire quelques-uns. Il faudra s'appuyer sur des preuves scientifiques reconnues et des connaissances techniques de pointe. Démontrer l'importance des impacts
des aspects et des performances du point de vue du cycle de vie. Prendre en compte tous les aspects et impacts significatifs pour évaluer la performance. Démontrer que l'allégation que l'allégation n'est pas équivalente aux exigences imposées par la loi. Alors ça, l'exemple classique, c'est par exemple, dans telle enseigne, on a supprimé telle chose, on communique dessus en disant, vous avez vu, c'est drôlement bien, on a supprimé les jouets en plastique, par exemple, et sauf que c'est réglementaire, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un exemple. Identifier si une réalisation positive conduit à une aggravation significative d'un autre impact. En fait, en clair, si je règle quelque chose, est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur autre chose? Et puis, par exemple, exiger que les compensations à gaz à effet de serre soient déclarées de manière transparente. Donc, en fait, il va y avoir un certain nombre de points comme ça, obligatoires à respecter avant de pouvoir alléguer. Donc, les allégations environnementales, malheureusement aujourd'hui, sont assez peu contrôlées. Je vous parlais tout à l'heure de 2020 et 2021. De mémoire, il y en a moins de 500 qui ont été contrôlés. Donc c'est vraiment 3 fois rien. Mais sur les 500, la moitié était trompeuse. Je vous ai mis ça parce que quand on doit alléguer, on se demande toujours ce qu'on a le droit d'écrire, ce qu'on peut écrire et comment ça fonctionne. Donc je vous ai mis 3 documents. Vous avez sur la droite celui de l'ADEME, donc le guide anti-greenwashing. Vous avez non, c'est celui-ci. Et puis, vous avez le guide pratique des allégations environnementales également. Les deux sont super bien faits. J'ai lu les deux sont super bien faits. Ça vous donne des exemples. D'abord, ça vous rappelle l'ensemble de la réglementation et de façon relativement claire. Et ça vous donne des exemples de ce que vous pouvez faire et ça vous donne également des exemples de ce qu'il vaut mieux éviter. Et puis, au milieu, vous avez celui du CNE dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors moi j'ai une préférence pour celui-là, je trouve qu'il est plus clair, il est un petit peu moins long que les deux autres et je trouve qu'il est plus clair, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Ça c'est la 3e image que mon copain m'a envoyée. Donc en fait elle est assez, enfin moi j'ai trouvé assez drôle. Et surtout, elle m'a rappelé une communication d'une marque qui fabrique des désherbants, enfin pas que des désherbants, mais entre autres des désherbants, il y a quelques mois, où j'avais vu sur les réseaux, en plus, il y a plein de gens qui avaient trouvé ça génial. En fait, ils avaient changé l'emballage et ils avaient mis, donc c'était pour un désherbant, et ils avaient écrit en baseline, c'est juste comme ça, hein, ils avaient écrit emballage plus vert. Pour un désherbant. J'avais trouvé ça assez drôle. Donc voilà. Donc pour rappel, l'allégation environnementale, hein, c'est bien d'encourager le consommateur à faire des choix plus durables. Donc maintenant, je vais vous faire voir des exemples qui existent en vrai. Hein. Donc voilà, alors une allégation, je vous ai réécrit ces 4 mots-là parce que la première que je vais vous faire voir, elle répond à ces quatre-là. Il faut que ce soit compréhensible, déjà il faut qu'on comprenne ce que c'est. Parce que moi honnêtement, quand je vois un truc bon pour la planète, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut qu'elle soit juste, c'est-à-dire qu'elle soit démontrée. Il faut qu'elle soit pertinente, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la démonstration, bah oui, on se dit c'est quand même mieux. Et puis, il faut qu'elle soit cohérente. Tout à l'heure, je vous ai fait voir, enfin sur un des slides précédents, je vous ai parlé de la loi de 2009, hein, en fait la loi dite de Grenelle, qui stipule que les consommateurs doivent pouvoir disposer d'une information parce que souvent quand vous regardez sur les emballages, l'allégation, en fait ça se rapporte à rien en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre ou même savoir finalement si ce qui est écrit c'est vrai et puis si ça apporte réellement quelque chose quoi. Et je vous le dis maintenant parce qu'après on va en reparler. Et puis il faut également qu'elle soit cohérente. Voilà. Alors la première c'est ça. En fait,
quand Nathalie elle m'a proposé de faire cette intervention sur les allégations environnementales. J'étais dans le train et je me suis dit et qu'est-ce que je peux bien raconter là-dessus, parce qu'en plus c'est un sujet, alors excusez-moi pour le terme, mais parce que ça parle bien de ça, c'est un peu casse-figure, quoi. C'est un peu dangereux comme sujet. C'est dangereux d'abord pour les marques, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours un risque qu'ils se prennent les pieds dans le tapis et qu'ils se fassent rattraper par la patrouille, mais c'est également un risque pour le consommateur, parce que forcément si l'allégation elle est fausse, comme c'est censé vous encourager à avoir un acte d'achat responsable ou aller faire quelque chose de plus durable, eh ben, vous prenez les pieds dans le tapis. Et puis c'est dangereux aussi pour moi, parce que si je vous raconte un truc qui est faux, ou si je vous donne le nom d'une marque et puis finalement il se trouve qu'il y a un procès en cours ou un truc comme ça, ben, moi je risque aussi d'avoir des problèmes. Donc j'étais dans le train. Et puis j'étais en train de me demander quelle allégation j'allais pouvoir utiliser pour l'exemple. Et en fait, je venais de Lyon et j'arrive à Nantes, parce que j'habite à Nantes, et j'arrive à Nantes. Et là, j'entends dans le micro la personne dans le train, le chef du train, qui dit la SNCF vous remercie d'avoir choisi le moyen de transport le plus écologique. Et ça, c'est une allégation. C'est une allégation verbale en fait, hein, parce que c'est pas que l'écrit en fait. Et alors je me suis dit tiens c'est marrant, mais comment ils peuvent démontrer ça, quoi. Et en fait ils ont un comparateur de mobilité. C'est-à-dire que vous allez sur le site de la SNCF. Alors on peut toujours discuter ce qu'il y a derrière les comparateurs, mais en tout cas vous allez sur le site de la SNCF. Vous indiquez d'où vous partez, où est-ce que vous arrivez, et puis vous tombez là-dessus, et effectivement, ce qu'il a dit, il le démontre de cette façon. Après, je ne rentre pas, bien évidemment, dans le détail de ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Mais enfin, en tout cas, vous avez quand même des éléments de comparaison. Ensuite, je vais faire voir une marque, mais en même temps, ils ont bien fait, donc ça va. C'est Madrange. Donc ça, c'est un produit qui a dû sortir il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et l'allégation, elle porte sur uniquement la réduction du plastique. Là, il faut être clair, c'est moins 70% de plastique. Donc c'est écrit en bas. Et puis, vous avez un petit astérisque. Alors, quand vous regardez, en fait, le petit astérisque, il ramène à leur site sur lequel il vous explique de façon très claire, hein, franchement, c'est clair, qu'est-ce qu'ils ont changé pour arriver à 70% de plastique en moins. Et ça, c'est une allégation qui est valable. Par contre, alors j'ai pas mis de photo, j'en avais trouvé, hein, mais j'ai préféré pas mettre le nom des marques. Vous pouvez tomber à côté sur un produit emballé. Alors j'ai mis produit, mais en fait, c'est même pas écrit produit, hein, c'est juste écrit 100% responsable. Donc c'est pareil, vous avez une notion en pourcentage de combien c'est ou éco-responsable ou éco-conçu. Ça, c'est ce qu'on appelle une allégation environnementale globalisante. C'est-à-dire que le consommateur peut avoir le sentiment que l'ensemble du produit, c'est-à-dire l'emballage et ce qu'il y a à l'intérieur, a été éco-conçu ou éco-responsable. Donc ça, c'est pas bon. Et en plus, souvent, quand vous avez ce genre d'allégation, vous n'avez pas de petit astérisque à côté, c'est-à-dire que ça vous ramène nulle part. Ils peuvent rien démontrer, d'ailleurs, ils démontreraient. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui, dans le cadre de la directive européenne, risquent de poser des problèmes. Enfin, ça posera surtout des problèmes à la marque qui l'écrit. Ensuite, j'ai celle-ci que j'ai mise. Alors, c'est pas récent, donc ça, c'est de l'Actimel. Donc ça, c'est un produit qui est pas récent, hein, c'est quelque chose qui est sorti de mémoire en 2011, où ils ont une allégation, c'est bouteille d'origine végétale. Donc, bouteille d'origine végétale, donc c'est pareil, l'autre côté de l'emballage, ils vous envoient sur leur site où ils vous expliquent alors, quelle est d'abord la proportion de végétal dans la matière utilisée pour la bouteille, et ils vous disent même qui produit la matière. Donc, vous pouvez tracer toute l'allégation, et pour le coup, cette allégation est considérée comme étant acceptable. Et puis à côté de ça, ce que je vais vous faire maintenant, c'est une photo perso. Alors, c'est pas de moi, hein, mais donc voilà.
Donc l'emballage qui est en bas, donc le flacon en fait, hein, il est aussi d'origine végétale. Par contre, c'est bien du plastique. C'est du plastique. Et je pense que le fabricant du flacon ne sait pas que le metteur en marché, à qui il vend le flacon vide, va mettre dessus flacon zéro plastique. Moi, ce que j'ai imaginé quand j'ai vu le truc, c'est que le metteur en marché en fait n'avait pas compris ce que lui avait dit le fabricant du flacon. Donc ça, c'est pas bon non plus, hein, flacon zéro plastique. En tout cas, celui-là, c'est pas zéro plastique, hein, c'est bien du plastique, même si c'est d'origine végétale. Ah, ensuite, alors moi j'aime bien prendre celle-là aussi. Ça c'est le truc où on se prend les pieds dans le tapis. Et moi j'ai pas de problème à dire que je me trompe, hein. Il y a quelques semaines, je me suis trompé sur ces. Il y avait des allégations. Enfin, il y a eu une communication, vous verrez sur le slide après, mais il y a eu une communication dans la presse. Et il se trouve que j'étais en train de déjeuner avec un ami dans un restaurant et j'avais une bouteille sur la table qui était un petit peu dans la même idée que vous allez voir après le slide d'après, qui était un petit peu dans la même idée que ce que j'avais, enfin l'article que j'avais lu dans la presse. Alors ça, c'est plastique fabriqué avec 100% de plastique recyclé. Donc techniquement, c'est possible, hein, pas de problème par rapport à ça. En plus, même chose, vous allez sur leur site, ils vous expliquent comment ça marche. Enfin, donc l'allégation pose pas de problème. Et surtout, c'est à ne pas confondre avec le 100% recyclable, hein. En fait, moi, je me suis trompé donc, il y a une dizaine de jours, j'ai inversé les deux. Il faut savoir que dans les textes, c'est assez complexe. Donc là, l'idée de l'article qui est en dessous, c'est il y a 3 grandes marques dernièrement qui ont fait l'objet d'une plainte par plusieurs associations, dont la CLCV, c'est la consommation logement cadre de vie, sur justement l'allégation 100% recyclable, hein. Donc en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est l'affirmation de 100% recyclable ne serait qu'un terme ambigu dont dépendent de nombreux facteurs tels que les infrastructures de collecte disponibles, de l'efficacité du processus de tri, par exemple. Le taux de recyclage des bouteilles en PET est estimé à seulement 55% dans l'Union européenne et les chances qu'elles servent à fabriquer une autre bouteille sont d'environ 30%. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'allégation, elle est trompeuse parce que a priori, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que la bouteille soit 100% recyclable. Mais en fait, en y repensant après, c'est hyper... D'abord, l'allégation 100% recyclable sur des bouteilles d'eau, ça fait très très longtemps que ça existe, hein. Là, la marque qui écrit ça sur ses bouteilles l'écrit depuis très très longtemps. Elle fait pas l'objet de la plainte, hein. Ça, c'en est 3 autres, quoi. Mais ça fait très longtemps que ça existe. Et en même temps, c'est vrai que c'est hyper ambigu et les textes sont vraiment compliqués. C'est parce que c'est 100% recyclable. On parle de la bouteille en fait qui est 100% recyclable. Et pour le coup, est-ce que le bouchon fait partie de la bouteille? Est-ce que l'étiquette fait partie de la bouteille ou est-ce que c'est uniquement la bouteille? Voilà, c'est aussi le genre de question qu'on peut se poser. J'ai pas la réponse, hein. C'est juste pour vous expliquer qu'on a l'impression des fois que les allégations, bah oui c'est clair, elles sont pas bonnes, ou alors où c'est clair, elles sont très bonnes. Et en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ah, toc. Donc. Que faire en cas de constat d'allégation trompeuse? Alors, vous pouvez dénoncer l'allégation auprès de la RPP, donc c'est l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité. Et il y a un jury de déontologie publicitaire. C'est une instance associée au dispositif de régulation professionnelle de la publicité qui, lui, va faire une étude, mais alors c'est chirurgical, hein, de l'allégation et qui va donner un avis. Donc là, je vais être obligé de vous lire, faire un petit peu de lecture. Je vous explique. Voilà. Donc, ça, c'est... donc, j'ai pas mis la marque, hein. Donc, c'est voilà, c'est une affiche qui est parue. Je vais vous faire voir la... Voilà, la plainte était là. Donc, le plaignant considère que les allégations, le meilleur pour la planète naturelle
éco-responsables ainsi que les pictogrammes en forme de fleurs et la plainte terre sont globalisantes et non justifiées. Alors globalisantes, on a l'impression que tout est bon pour la planète. Donc l'affiche n'explique pas pourquoi les produits proposés seraient moins impactants que d'autres. Et aucun lien n'est proposé vers le site web de la marque. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas aller vérifier quelque part que c'est vrai, ça ne colle pas. Et puis ces allégations méconnaissent donc la recommandation développement durable de la RPP, notamment les points suivants: véracité des actions, proportionnalité du message, vocabulaire et présentation visuelle. Donc je vais vous faire un peu de lecture, je ne vais pas vous en faire beaucoup, je vais vous en faire un peu, je vais mettre mes lunettes. En fait, donc ils ont été dénoncés, voilà, et donc ils ont été contactés par le jury, et donc la société a le droit de réponse. Et la société, alors je vais juste vous lire 3-4 points de la réponse de la société. Et la société fait valoir tout d'abord qu'elle est née d'une envie de créer et de proposer aux consommateurs des produits de la salle de bain jusqu'à 100% d'origine naturelle et éco-responsable. Donc voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle fait partie des premiers acteurs dans le domaine de la cosméto et de la beauté naturelle à établir une charte drastique de formulation en 2015. Parmi les ingrédients qu'elle s'interdit d'utiliser, il y a tous ceux qui sont polluants pour la planète. Bon, il y en a toute une liste derrière. En parallèle, elle mène une démarche d'éco-conception de ses packaging. Ainsi, elle estime faire le maximum pour minimiser son impact sur la planète. Concernant le terme naturel, la société porte la plus grande importance à la composition de l'ensemble de ses produits. C'est un engagement fort qu'elle a depuis le début et qui ne la quitte jamais lors de l'élaboration de nouveaux produits. Les outils marketing sont en matière recyclée à 100% recyclables. L'entrepôt logistique est éco-responsable. Il fonctionne par géothermie et avec des panneaux solaires. Elle est également en train de lancer les ACV sur l'ensemble de ses produits. Donc voilà ce que dit la société au jury pour essayer de se défendre. Bon, le jury, lui, il s'arrête uniquement sur... sur la fiche, en fait. Le fait qu'il y ait des panneaux solaires n'entre pas dans ce qu'il a estimé. Et donc le jury, lui, répond. Le jury estime que le terme naturel appliqué à un produit cosmétique et accolé ici au terme sain et en dépit de la présence du pictogramme feuille renvoie à sa composition et ne constitue pas en lui-même un argument écologique. Il fait ainsi écho au point 3.1 de la recommandation, produit cosmétique, selon lequel un produit cosmétique ne peut pas être qualifié dans sa globalité de naturel, d'origine naturelle, etc. En revanche, le jury estime qu'en dépit des efforts consentis par l'annonceur pour minimiser l'impact écologique de son activité et des produits qu'il commercialise, le point 7 de la recommandation, développement durable, fait obstacle à ce que le terme globalisant, non relativisé et non justifié, éco-responsable, soit attaché à un tel produit. Et puis, j'en ai un autre. Enfin, le jury constate que cette publicité ne comporte aucun renvoi sur un site internet de l'annonceur ou un autre contenu permettant d'expliquer ces allégations. En conséquence, le jury est d'avis que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées. Donc en fait, le jury en question, lui, s'arrête uniquement sur ce qu'il voit sur la fiche. Le reste, voilà. En fait, c'est hyper compliqué de savoir réellement si vous êtes dans le vrai ou si vous êtes dans le faux, quoi. Bon, c'est clair que si vous ne pouvez rien justifier de ce que vous écrivez, de toute façon, vous êtes à côté de la plaque. J'arrive presque au bout. Ça, c'est une troisième fiche. Donc, voilà. Là, en fait, elles sont sympas en plus, les baskets, c'est vrai qu'elles ont une couleur un petit peu comme ça fait un petit peu nature, et voilà. Et donc c'est 55% de CO2 en moins qu'une basket standard, sauf qu'on ne sait pas de quoi il parle. Et donc quand on gratte un petit peu, parce que là, bien évidemment, c'est une fake pub, mais la marque, enfin, il y a une marque qui fait ça. Et en fait, quand on gratte un peu, on arrive quand même sur un site où il nous explique, donc il y a un renvoi sur un site qui nous explique qu'en fait, il parle de la basket, mais en fait, c'est juste la semelle qui est concernée. C'est pas la basket dans sa totalité, c'est juste la semelle, quoi. Donc eux, ils se sont fait ramasser. Et puis je vais vous en faire voir une petite dernière pour la route. Voilà, c'est la brosse à dents qui est excellente pour vos dents et pour l'environnement. Donc c'est pareil, il y en a une un petit peu comme ça qui ressemble à celle-ci.
Voilà. Je vous donnerai le nom de la personne qui fait ça. Il vient de sortir un bouquin, enfin il y a quelques mois, c'est excellent. Enfin franchement, ça fait du bien, quoi, parce que tu as l'impression que tout va bien, que tout est top, tout est voilà. Et en fait, ils prennent. Alors, il le fait pas tout seul. Ils sont trois à écrire le bouquin, mais il prend ces exemples comme ça et il remet un petit peu l'église au milieu du village, quoi. Et son job à lui, c'est de faire de l'éco-conception, de faire des ACV. Donc, il sait parfaitement de quoi il parle. Pour terminer, je suis très en avance. Mais c'est très bien aussi. Je voulais vous parler rapidement de ça. C'est le Conseil national de l'emballage. Tout à l'heure, je vous ai fait voir un slide avec 3 documents. Il était au milieu. Donc c'est les avis et recommandations du Conseil national de l'emballage. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas au-dessus. Alors forcément, idéalement, il faut être adhérent. Sachez quand même que très souvent, vos entreprises sont adhérentes à une association ou un syndicat, etc., qui peut être adhérent déjà du CNE. À partir du moment où votre entreprise est adhérente d'une asso qui est adhérente au CNE, alors vous pouvez contacter directement le CNE qui peut vous donner des avis sur les idées que vous avez concernant les allégations environnementales que vous aimeriez mettre, mais qui également peut vous aider à les construire. Et franchement, sincèrement, ils sont ultra pros. Que ce soit là-dessus, que ce soit sur l'éco-conception. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site internet. Ils font des publications régulières, elles sont gratuites. Donc vous les téléchargez, c'est super pertinent. C'est pas compliqué à comprendre et c'est facile à mettre en application. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre patience. Dans le coup, vous serez plus vite au champagne ou à la maison? Je peux te poser une question, mon cher? Alors tu m'avais dit non, mais en fait, ouais, tu peux si tu veux. Ouais. À quelles sanctions s'expose aujourd'hui une marque quelconque qui met des allégations un peu limites? Alors, je peux pas te donner de montant, mais c'est énorme et surtout c'est à l'emballage. C'est pas juste sur une allégation, c'est à l'emballage. Mais le montant est énorme. Je me souviens plus, quelqu'un m'a dit la semaine dernière 15 000 €, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça en fait. Et il y a déjà des cas existants qui se sont fait retoquer comme ça? Pour l'instant, il y a eu des plaintes de déposées. Là, bon, on a vu un exemple avec le jury, mais il y a des procès qui sont en cours et forcément ils ont fait appel parce que quand on voit les montants, voilà. Ce que je voulais vous dire concernant alors je vous le redis concernant le CNE, moi j'en fais pas partie du CNE, je vous le dis juste parce que leur documentation est ultra pertinente. Ils m'ont autorisé à le dire, donc je vous le dis, ils interviennent, enfin ils alertent à peu près par an 10 entreprises, enfin 10 metteurs en marché qui allèguent de façon, on va dire, douteuse. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je leur demandais, mais vous avez combien de retours? En fait, 9 entreprises sur 10 les contactent à nouveau et ils modifient l'allégation environnementale. Donc il y a quand même une volonté de faire bien. Quand je dis il y a une allégation, parce qu'en plus là de mon copain, là je vous en ai fait voir 4, mais il y en a plein d'autres, il y en a au moins une vingtaine, et notamment sur les paquebots, il y en a une, j'ai failli la mettre, notamment sur les paquebots, les gros paquebots à étage, voilà, etc. là, où finalement c'était même drôle parce qu'en fait il avait écrit sous le paquebot l'avantage maintenant avec ce genre de paquebot, c'est qu'on peut partir en croisière, on risque pas de finir comme le Titanic parce qu'il n'y a plus d'iceberg. Vous voyez le genre de truc, mais voilà, il y en a plein, et c'est vrai qu'on voit des allégations qui sont complètement, voilà, tu le sais bien comme moi, on en voit régulièrement qui paraissent sur les réseaux et dans la presse.
Juste une dernière chose, moi j'ai choisi de communiquer d'une façon un petit peu différente sur l'emballage. Je le revendique en fait, alors je ne suis pas comme ça dans ma vie de tous les jours, hein. Mais en fait j'ai choisi de regarder les emballages par l'autre bout de la lorgnette. C'est-à-dire que sur les salons de l'emballage, que ce soit ici, enfin, ou Cefia, etc., l'intérêt c'est de montrer des choses qui avancent et qui avancent dans le bon sens. Et honnêtement, c'est bien de le faire. Sincèrement, c'est bien de le faire. Souvent, j'entends ouais, ok, c'est pas parfait, mais on l'a déjà fait ça. Ou on est au milieu du guet. Etc. Alors moi j'ai tendance à dire, mais je le fais exprès, hein, parce que je vois, moi j'ai fait du développement, enfin j'en fais encore d'ailleurs, du développement packaging depuis 25 ans. Depuis 25 ans, on fait de l'amélioration du packaging, et notamment de la réduction. Les industriels aujourd'hui se travaillent sur les 3 R, mais honnêtement, la réduction, alors moi j'ai plutôt une spécialité dans les plastiques, mais la réduction du plastique, enfin moi ça fait 25 ans que j'en fais, ça fait 25 ans qu'on réduit le plastique que l'on met dans les emballages. Et l'intérêt numéro 1, c'est les coûts. Ce qui nous intéresse, c'est de faire une économie dans un premier temps. Donc on fait ça déjà. Le recyclage, effectivement, il y a encore énormément de travail à faire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pourrais également venir et vous faire quelque chose sur les innovations dans l'emballage. Mais en fait, il y a des gens, et il y a plein de gens qui le font déjà. Et les entreprises qui font de l'innovation le font. Donc j'ai envie de dire, j'ai rien à apporter de plus par rapport à ça. Non, moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder l'emballage par l'autre bout en fait. C'est-à-dire, vous avez les entreprises qui viennent et qui vous font voir ce qu'elles ont bien fait. Et moi, je viens par l'autre bout en disant, en général, je ne prends pas les mêmes emballages, bien sûr. Je dis, moi, je vais vous parler de ce qui reste à faire. Parce que c'est bien d'être au milieu du guet, mais il ne faut pas rester au milieu du guet. Il faut aller de l'autre côté. Et ce n'est pas toujours facile, hein, parce que le dernier kilomètre, il est toujours compliqué à faire. Donc j'aime bien attaquer de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est une posture qui est très clivante. Mais c'est un choix, quoi. Et puis c'est un choix délibéré. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Je trouve que c'est important. Alors moi, j'ai été pendant tout un moment, au début de ma carrière dans l'emballage, j'ai été responsable qualité. Et quand on fait de la qualité, en fait, on fait des évaluations permanentes de ce que l'on fait. Et puis, c'est rarement tout est bien, en fait. Et notre job, c'est de dire tous les points. Il y a forcément des points d'amélioration. Et comment on fait justement pour progresser sur ces points d'amélioration. Mais pour avoir ces points d'amélioration, encore faut-il être critique, quoi. Donc j'ai gardé ça et j'ai plutôt tendance à être critique sur les emballages, sachant qu'il y en a plein qui sont très bien, quoi. Et puis de plus en plus maintenant, j'essaye de me diriger, de travailler uniquement sur le réemploi. Alors j'ai rien contre l'emballage à usage unique fondamentalement, hein, j'en ai produit longtemps, j'en utilise encore à titre personnel, mais plutôt sur le réemploi parce que, alors ils en ont parlé en long en large ce matin, ils l'ont très bien fait, parce que ça correspond à quelque chose que je trouve hyper intéressant quand on fait du développement packaging, c'est non pas de réfléchir uniquement à l'emballage en disant je vais passer du plastique au carton, ou inversement, parce qu'il y a des marques qui passent du carton au plastique, par exemple, aussi, c'est de se dire, est-ce que je peux réfléchir en tant qu'industriel ou metteur en marché, est-ce que je peux réfléchir à l'usage de mon produit, et non plus uniquement à faire ce que j'appelle le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire supprimer un matériau au profit d'un autre matériau. Voilà. Aujourd'hui, quand vous demandez aux consommateurs dans des études quel est le matériau pour lui qui est le meilleur pour l'environnement, c'est comme ça qu'il est posé la question. Je garde, comme j'ai un petit peu de temps encore, c'est pour ça que j'en profite, hein, vous lui demandez, en fait, le consommateur, il répond que c'est le verre. Le verre, c'est inerte, et puis, je sais pas, ça semble peut-être plus naturel. Mais le verre, en même temps, quand on le regarde par l'autre bout de la lorgnette, c'est aujourd'hui dans nos emballages ce qui pèse le plus lourd. Et pour revenir sur l'histoire du réemploi, je disais, moi, il y a 2 ans, sur un CFIA, par exemple, quand on me demandait, mais c'est quoi l'emballage de demain, d'abord, je disais, j'en sais rien. Mais je disais, je pense que le verre, une des grosses parties du verre, par exemple, son avenir, c'est le réemploi. Puis ça tombe bien, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et maintenant, honnêtement, quand on y pense, vous remplissez chez vous votre caisse de bouteilles de verre. Et vous allez l'emmener
à la colonne de verre, que moi j'appelle le casse-bouteille. Le trou, il est en haut. Donc vous prenez les bouteilles, puis vous les mettez par le haut. Et la première, elle ne casse pas. Et on est presque déçu qu'elle ne casse pas. Alors on en reprend une deuxième, et puis on essaie de la faire tomber de plus haut. C'est au moins arrivé une fois à tout le monde de faire un truc pareil. Et je me dis, en fait, on prend presque plaisir à un moment à aller casser nos bouteilles au bout de la rue. J'exagère, hein, je force un peu le trait, mais aller casser nos bouteilles au bout de la rue, non mais c'est vrai, vous souriez, mais franchement c'est vrai, on le fait. Hein. Et alors que finalement, il y a cette consigne qui est possible à remettre en place dans certaines circonstances et sur certains marchés. C'est clair que le réemploi et la consigne, ça va pas tout remplacer demain. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre temps. Et je vous souhaite une bonne fin de salon. Au revoir.